on est dans une situation qui ressemble plus à la compétition qu'il y avait au début du siècle. C'est-à-dire le fait que... Avant la Première Guerre mondiale. C'est ça. En fait, je reprenais une citation de Lénine qui dit si les capitalistes se partagent le monde, ce n'est pas en raison d'une scélératesse particulière, donc c'est pas une question morale, c'est pas une question psychologique, c'est du fait que le degré de concentration atteint, donc c'est-à-dire le degré de concentration dans l'accumulation du capital et la création de monopoles et de grosses entreprises, les amène à recourir à ce moyen pour se partager les bénéfices et pour en fait continuer une politique agressive de compétition économique en temps de paix dans un temps de guerre. Enfin, la Russie aujourd'hui est aussi une puissance capitaliste, un impérialisme extrêmement agressif qui vient conquérir des positions et assurer entre guillemets la protection d'un certain nombre des intérêts privés qui la guident. Le peuple ukrainien est en train de subir une offensive extrêmement brutale et barbare. C'est désormais le moment de parler de l'Ukraine avec mon invité, Paul Hellec, dont je rappelle qu'il est doctorant en sociologie, ancien attaché parlementaire et contributeur à la revue Position, une revue d'inspiration communiste dans laquelle il a écrit un article riche et détaillé intitulé « L'Ukraine au piège de l'impérialisme ». Au piège de l'impérialisme et du capitalisme dont l'intersection est vaste, on peut dire. Cet article est une tentative de sortir de l'émotion, pas de perdre en émotion, mais de sortir, disons, du toute émotion et même du piège de la psychologisation, bref, de toutes ces techniques de neutralisation de la pensée critique au profit d'une sorte de parole et de pensée unique, une sorte de fabrique du consentement, moins directe que dans la Russie de Vladimir Poutine, mais plus insidieuse. Paul, dans ton article, tu dénonces 30 années de compétition entre les impérialismes états-uniens et russes sur ce que tu appelles le cadavre du bloc de l'Est, une compétition qui est d'abord celle des intérêts privés des deux camps. De quoi tu parles ? Bon, alors d'abord, je veux juste faire une petite précision. Donc, c'est dans la revue Position qu'on peut consulter en ligne. Et deuxième chose, c'est que moi, ma première formation, si je me suis intéressé à cette question, c'est que ma première formation universitaire, c'est les relations internationales. Donc, je ne suis pas un spécialiste de la région, mais je m'étais intéressé de plus en plus à la Russie à partir de 2014 et surtout 2015, quand elle s'était inscrite dans le conflit syrien en venant soutenir Bachar al-Assad, qui massacrait son peuple. Bon, et ce que j'ai essayé de comprendre, c'est effectivement d'essayer de poser une grille d'analyse qui disent on sort des logiques moralisantes, le bien et le mal dans les relations internationales, pour pouvoir justement avoir une vision, une grille d'analyse des conflits et ensuite, éthiquement parlant, prendre position. C'est-à-dire prendre position contre l'agression russe, contre la Russie. Mais je voyais en partie aussi une grille s'installer en disant c'est un retour de la guerre froide. Et je pense que c'est une grille à contester parce que la guerre froide, c'était... la Russie aujourd'hui est aussi une puissance capitaliste, un impérialisme extrêmement agressif qui vient conquérir des positions et assurer entre guillemets la protection d'un certain nombre des intérêts privés qui la guident. Et donc du coup, moi, ce que je souhaitais faire comprendre, c'est que on est dans une situation qui ressemble plus à la compétition qu'il y avait au début du siècle. C'est-à-dire le fait que... Avant la Première Guerre mondiale. C'est ça. En fait, je reprenais une citation de Lénine qui dit si les capitalistes se partagent le monde, ce n'est pas en raison d'une scélératesse particulière, donc c'est pas une question morale, c'est pas une question psychologique, c'est du fait que le degré de concentration atteint, donc c'est-à-dire le degré de concentration dans l'accumulation du capital et la création de monopoles et de grosses entreprises, les amène à recourir à ce moyen pour se partager les bénéfices et pour en fait continuer une politique agressive de compétition économique en temps de paix dans un temps de guerre. Et l'idée, c'était de montrer qu'effectivement, à l'Est, à la suite du chute du mur, il y a une intégration assez rapide, contrairement à ce qui avait été garanti à la Russie, des pays de l'Europe de l'Est à l'intérieur de l'Union européenne et de l'OTAN. Et que c'était un fait, ce qui ne veut pas dire que du coup c'est seulement la faute de l'OTAN ou que il faut c'était juste de montrer qu'en fait il fallait retrouver une grille qui montrait qu'il y avait une compétition économique, il y avait une compétition d'intérêts et que cette compétition était un point de départ aussi pour comprendre et aujourd'hui analyser le fait qu'il y a un conflit armé et que des peuples sont en guerre, c'est-à-dire le peuple ukrainien est en train de subir une offensive extrêmement brutale et barbare et que c'était malheureusement les conséquences d'un jeu qui avait commencé, d'un jeu politique et économique qui avait commencé depuis longtemps.
Et c'est quoi justement, quels sont les intérêts privés que tu désignes comme, pas forcément à la manœuvre, mais disons, qui cherchent des butins de guerre aujourd'hui et demain, quand la paix reviendra? Ben, j'évoque et je montre, là, comme un exemple, je m'appuie sur la question énergétique pour montrer qu'en fait, il y a des grands intérêts économiques qui sont en jeu. On le sait, il y a une dépendance de l'Europe au gaz russe. Okay, l'Allemagne, c'est 60% de son gaz. La France, beaucoup moins parce qu'on importe beaucoup plus du gaz norvégien. Mais enfin, ce que je veux montrer, c'est que par exemple, pendant la guerre, là, il y a des sanctions économiques qui arrivent, mais Nord Stream 1, qui est le premier pipeline qui a été construit pour approvisionner l'Europe, est encore en circulation. Et il marche encore. Je voulais montrer... E.ON, l'entreprise allemande E.ON a refusé qu'on remette en cause justement les flux de gaz qui passent par le Nord Stream 1. Absolument. Et Engie, qui est actionnaire français à 9%, n'a pas pris position, si je ne m'abuse. Enfin, j'ai pas trouvé, en tout cas, de prise de position claire là-dessus. Ce que je veux montrer, c'est que du coup, il y a des gens qui continuent de faire du business. Que ensuite, il y a une grosse question qui était Nord Stream 2. En fait, si vous voulez, l'Ukraine est un pays dans lequel il y a un gazoduc qui passe, okay, qui est géré par une société qui s'appelle Naftogaz, qui est en pleine compétition avec Gazprom. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le gaz... Gazprom qui est le géant russe du gaz. Bon, c'est un exemple. Encore une fois, c'est pas juste, il faut voir la question énergétique comme une explication générale. Mais si vous voulez, la Russie ne voit pas d'un bon œil l'Ukraine, parce que déjà, ils sont obligés de faire passer une partie de leur gaz via l'Ukraine. Okay, via cette compagnie. Et du coup, le projet Nord Stream 2 qui a été bloqué là, c'est un projet qui permettait de contourner l'Ukraine, okay, de contourner le passage du gaz par l'Ukraine. Et donc Naftogaz. Et donc Naftogaz en particulier. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les États-Unis, par exemple, se sont beaucoup engagés pour leurs propres intérêts. Ils veulent vendre du gaz et ils le proposent aujourd'hui actuellement en Espagne, en Allemagne, qui va miser sur eux. Mais les États-Unis, en lien avec l'Ukraine, etc., ont beaucoup essayer de s'opposer à cette question de Nord Stream 2 en considérant que en fait ça allait mettre en difficulté l'Ukraine qu'ils voulaient soutenir et du coup il y a eu des sanctions en 2017, le 15 juin 2017 le Sénat américain, en fait l'administration Trump a essayé de faire tout pour bloquer et sanctionner les entreprises européennes qui faisaient du business avec Gazprom, parce que c'est Gazprom qui a construit mais en lien avec des entreprises européennes. Que ensuite les Américains ont fait un deal avec les Allemands. Ils ont dit on va lever en 2021 les sanctions à partir du moment où on organise un mécanisme où en cas de crise, en cas de menace de la sécurité ukrainienne, on n'autorisera plus Nord Stream 2 à fonctionner. Ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est extrêmement compliqué. Il y a plein de détails, mais derrière les guerres, il y a des intérêts économiques. C'est-à-dire qu'en fait, l'oligarchie russe, qui est la responsable aujourd'hui de la présidence de Poutine et qui pousse à des intérêts extrêmement nombreux partout au-delà de ses frontières. La Crimée, c'était aussi important pour le commerce russe, pour avoir un accès vers la mer Noire. La question de l'intervention en Syrie, c'est aussi pour avoir un contrôle et un accès à la Méditerranée via la base militaire de Tartus. En fait, l'impérialisme russe, les oligarques russes ont des intérêts. Et en face, il y a aussi un camp occidental qui est loin d'être innocent. D'ailleurs, ce que je voulais montrer dans cet article, c'était de dire que finalement, on voyait bien que lorsqu'il y a une compétition, les intérêts privés se sont confrontés, mais qu'aujourd'hui, les pays occidentaux n'iront pas mourir à Kiev. Et c'est ça la grille à comprendre. C'est-à-dire que le peuple ukrainien va être lâché ou est potentiellement en phase de se faire lâcher parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans une guerre généralisée avec la Russie. Bon, donc du coup... Justement, Gazprom Bank, par exemple, qui est en fait le véhicule par lequel les échanges entre l'Allemagne notamment et la Russie sur le gaz se passent, mais en fait, Gazprom Bank n'a pas été débranché par Swift, enfin du système Swift, donc il peut toujours y avoir Aujourd'hui, en fait, le prix du gaz a explosé et la Russie continue de vendre son gaz, en fait, y compris à l'Europe. De toute façon, on va voir comment les sanctions vont de plus en plus monter. Là, les transactions financières vont... Enfin, j'ai vu que Visa et Mastercard s'arrêter. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une interdépendance. Ok, il y a une dépendance vis-à-vis du marché russe, que la possibilité d'aller ailleurs
Elle va prendre du temps si elle s'organise. Elle s'organise un peu en Allemagne, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec l'importation du gaz américain, mais elle va prendre du temps et que donc du coup, on avait une certaine hypocrisie. Ce que je veux dire, c'est Reuters annonçait par exemple qu'à un moment... L'agence de presse Reuters. C'est ça, qui est pas qui est une agence basée à Londres à la base, je crois, qui avait annoncé que pendant les négociations, d'abord l'Italie a essayé de retirer les biens de luxe des sanctions parce qu'ils ont intérêt à ce que la consommation russe sur le luxe italien continue. Alors finalement, ils ont cédé. Pareil pour la Belgique et un certain nombre de commerces. Donc en fait, ce que je voulais montrer, c'est qu'il y a des intérêts et que les grands groupes capitalistes européens, américains ou russes, eux, profitent de la guerre et n'ont que faire du fait que deux peuples soient en guerre, à savoir que le peuple ukrainien subisse l'assaut de l'agression russe et que le peuple russe envoie ses soldats. Et les soldats qui ne sont que des jeunes Russes meurent aussi au front. Alors, il y a aussi le capitalisme humanitaire de Elon Musk, le créateur donc de Tesla, et qui profite entre guillemets de cette crise pour faire un peu de marketing computationnel et vendre ses produits. Oui, il a annoncé qu'on l'avait interpellé pour lui demander de déployer Starlink au sud de l'Ukraine, donc son réseau de satellites et de communication, et il l'a fait de manière à se présenter comme un sauveur. Mais en fait, ce que je voulais montrer avec cet exemple, c'est que les télécoms aussi, ce sont généralement des gros monopoles qui ont des gros intérêts et qui sont prêts à tout pour faire du business. Je rappelle que dans la semaine dernière... Starlink, c'est en fait une sorte de réseau de satellites qui pourrait nous permettre de nous connecter à Internet sans finalement passer par un réseau national, par un réseau étatique, en tout cas installé dans l'État. Donc ce serait une sorte de Orange ou de Bouygues Télécom mondial, si j'ai bien compris. Alors mondial, je ne sais pas si on a les capacités, mais effectivement, c'est une capacité à délivrer le service de télécommunications et d'Internet dans des pays. Et ce que je voulais juste donner dans cet exemple, c'est juste l'idée qu'il y a un certain nombre de secteurs où il y a des gros monopoles, ou en tout cas des grosses entreprises qui ont des intérêts massifs et qui sont prêtes à tout. Les télécoms, pourquoi je donnais cet exemple ? C'est parce que c'est très important, la question de l'information, et d'autre part qu'on a des exemples toujours dans ce genre de secteur où les intérêts passent avant toute question éthique. Donc là, il vient au nom de l'appel qu'on lui a fait, mais on sait qu'il en profitera à terme. Et puis la semaine d'avant, le groupe Ericsson, qui est un groupe de télécommunications d'un des pays du Nord, je ne me rappelle plus, c'est Suédois, voilà, a été... des journalistes indépendants ont révélé qu'il avait continué ses affaires, il avait payé Daesh en Irak pour continuer ses affaires à l'époque. Donc c'est toujours le même fonctionnement. Il ne s'agit pas de dire les intérêts privés sont à la manœuvre dans l'ombre. Non, ils agissent à visage découvert, ils ont des intérêts, ils les défendent et derrière, c'est les peuples qui sont piégés par le fait que la compétition dégénère entre des groupes et qu'ensuite chaque pays vient au secours de ses intérêts nationaux. Bref, du coup, cet article, il montre que... il y a une compétition économique et que la guerre, et malheureusement, ça c'est aussi Lénine en 1915 dans Le socialisme et la guerre, il reprend Clausewitz à son compte et il dit « La guerre est la continuité de la politique » par d'autres moyens. Et donc, en fait, que la compétition économique, la compétition entre grands intérêts va nécessairement mener à la confrontation. Et surtout, le but de l'article, c'est de montrer que ça va être un monde de plus en plus dangereux, ce que certains commentateurs commencent à dire, c'est-à-dire que les impérialismes sont en compétition, et la question énergétique est importante, parce que dans un contexte de raréfaction des ressources, dans ce contexte-là, la compétition pour les débouchés, pour vendre à des nations des armes, de l'énergie et un certain nombre de services va être extrêmement violente et qu'on risque d'avoir une déstabilisation des équilibres qui s'étaient installés. Au-delà de la contradiction qui consiste à chercher des débouchés pour vendre, il y a aussi la contradiction qui consiste à pouvoir acheter, parce qu'on se rend compte de plus en plus avec la crise des semi-conducteurs, mais peut-être avec la crise des métaux rares, qu'il faut pouvoir avoir accès à un certain nombre de matières premières pour pouvoir faire tourner son industrie. C'est même pas qu'on veut seulement vendre ce qu'on a produit, c'est qu'on a besoin de sécuriser les approvisionnements. Et là, justement, la continuité entre industrie et armée, en fait, elle se place là, à ce niveau-là.
Ouais, bien sûr, de toute manière, tous les développements technologiques nouveaux et donc des technologies militaires aussi ont demandé de l'exploitation de nouvelles ressources. Parce qu'on fait la guerre avec des appareils extrêmement sophistiqués, ce que disaient les semi-conducteurs. Et donc, de fait, il y a une course à l'intérieur des puissances, genre pour sécuriser cet approvisionnement. C'est pas seulement le cas de la Russie, c'est le cas aussi de la Chine et de toutes les puissances qui produisent et qui ont des industries puissantes. Donc, le constat, c'est juste que effectivement, la question des intérêts, la question pourquoi il y a eu des déploiements agressifs militaires de la Russie qui remontent à bien avant la question actuelle. Parce que la Russie, quand elle a décidé, elle s'est sentie légitime en fait à venir protéger ou à venir conquérir des intérêts qu'elle estime être soit les siens, soit qu'elle estime stratégiques à sa survie comme puissance. Et donc, les puissances font de la projection de puissance, c'est-à-dire qu'elles sortent de leurs frontières. Elle l'a fait en 2008 en finançant et en armant des rébellions en Géorgie. Elle l'a fait en 2015 surtout en Syrie, ce qui lui a permis de maintenir ses intérêts locaux, mais aussi de vendre des armes, par exemple, parce qu'elle a fait la démonstration de son matériel militaire. Et cette logique de confrontation des puissances, à mon avis, on va y revenir. C'est pour ça que je faisais encore une fois la métaphore avec le début du siècle, c'est qu'on n'est pas dans un équilibre de puissance entre deux blocs, avec en plus une bataille idéologique qui s'organise entre deux camps. On est dans des confrontations entre des grandes puissances capitalistes qui sont en compétition de plus en plus forte, de plus en plus violente, partout, et où tout le théâtre international est un lieu de compétition. C'est ça aussi le problème. Et en plus, la force de la Russie, c'est que finalement, son industrie militaire est adaptée à des formes de conflictualité, notamment dans le tiers-monde, qui finalement ne conviennent pas à l'industrie militaire européenne ou américaine, qui est un peu trop sophistiquée et qui est très chère aussi. Bon, et puis les Russes, en plus, ils ont, fait la démonstration qu'ils peuvent violer le droit international en l'assumant très fortement. Les Européens le font, ils l'ont fait, ils ont fait des guerres extrêmement sales au Moyen-Orient, etc. Mais là, Poutine, on le voit, il a par exemple pas du tout respecté le cessez-le-feu à Mariupol ce week-end, etc. Il est dans une offensive en fait extrêmement agressive, et on est dans une difficulté parce que sur le front européen, c'est ça que j'essaie aussi de montrer, c'est que la possibilité d'une escalade et donc d'une guerre ouverte serait terrifiante en fait. Et donc du coup, jusqu'à présent, il avait fait une stratégie du fait accompli. Il avait en Géorgie, il avait en Crimée, donc en Ukraine en 2014, pris la Crimée, et il avait mis devant les Européens devant leur contradiction en disant voilà, j'ai fait ça, qu'est-ce que vous allez faire? J'ai fait ça, et il a augmenté le niveau comme ça, il a pris des prises de position, et aller à la confrontation, c'était aller vers une guerre au niveau de tout le continent européen et avec des puissances nucléaires. D'ailleurs, il a menacé. Donc, et le problème de ça, c'est que voilà, effectivement, l'impérialisme russe s'est réveillé finalement. Ce que je veux dire, c'est réveillé aussi après une longue séquence de l'impérialisme américain, parce qu'il s'est réveillé après l'Irak, après la Libye, qu'on sous-estime toujours. Mais je veux dire, ceux qui aujourd'hui mettent des drapeaux pour l'Ukraine ne l'ont pas fait pour la Libye, mais l'agression française et américaine en Libye a été un des déclencheurs aussi de l'entrée en confrontation directe de la Russie. Et c'est ce que j'essaye de dire, c'est de dire pourquoi je regarde la grille d'intérêt, je regarde les positionnements de chaque camp, c'était pour essayer justement d'avoir une grille d'analyse qui montre que, en fait, quand l'Occident a détruit aussi le cadre de la médiation internationale qui était l'ONU, quand il est venu sans mandat envers des pays, quand il a été violent, quand il a détruit des pays, quand il s'est comporté en disant la force compte quand c'est vous qui avez la force, en fait, il a instauré un ordre extrêmement, un ordre dans le monde extrêmement dangereux, parce que par la suite, lorsqu'il y a des puissances qui estiment qu'elles ont la force, qu'elles ont la légitimité pour aussi user de la force, on se retrouve avec des conséquences désastreuses. Et donc du coup, la Russie, dans sa diplomatie, se moque ouvertement des Européens. Il leur envoie toujours « vous avez fait la même chose, pourquoi vous venez nous critiquer ?» etc. Ce qui est terrible, parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir négocier et pour pouvoir faire respecter le droit international, le droit du peuple ukrainien à son autodétermination, on est en difficulté parce que justement, les Européens ont été des pompiers pyromanes, et ensuite, on se retrouve avec des confrontations avec d'autres puissances qui aujourd'hui ne veulent plus accepter l'hégémonie du camp occidental. Donc on va dans des temps, à mon avis, extrêmement dangereux.
Alors, mais est-ce que le nationalisme agité par Vladimir Poutine, notamment, est une simple feinte? Dans un essai publié en 2021, il évoquait l'unité des peuples russes, ukrainiens et biélorusses. Là, on est loin des considérations financières ou industrielles. C'est de la politique, c'est de la projection historique. En fait, moi, je pense qu'effectivement, il y a un chauvinisme, un nationalisme russe extrêmement sévère. Dans cet essai, il dit en gros, il n'y a pas de peuple ukrainien. Il dit il y a une langue, une culture. Il n'y a pas de peuple ukrainien, ça me fait penser, il n'y a pas de peuple algérien, ou alors l'Afrique n'est jamais entrée dans l'histoire. Hein. De fait, il y a un nationalisme extrêmement violent à l'égard des Ukrainiens, où il explique que l'Ukraine, ça veut dire plus ou moins périphérie en russe, et que il parle, par exemple, de parade des souverainetés pour parler de l'ensemble des volontés d'autodétermination des peuples à la chute de l'URSS. Donc c'est un discours extrêmement violent, et puis surtout il l'inscrit dans un roman national russe, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il pense que Kiev est le cœur dans lequel est né, entre le milieu du 9e et le milieu du 13e siècle, la Russe de Kiev, c'est-à-dire une principauté qui serait l'origine du peuple russe. Et c'est la façon dont il s'inscrit. Lui-même il est originaire d'Ukraine, Poutine. Je sais pas. Sa famille est originaire d'Ukraine. Mais du coup, est-ce que la question c'est, oui, je pense que c'est une enveloppe, c'est-à-dire que le nationalisme est toujours utilisé pour aller envoyer la guerre. Les Russes qui manifestent aujourd'hui, ils font la démonstration que ça n'est pas la guerre du peuple russe, c'est la guerre de Poutine. C'est ce que dit un certain nombre de gens du mouvement socialiste sur place en disant c'est la guerre de l'oligarchie, c'est la guerre de Poutine. Donc le nationalisme, c'est ramener à l'inverse, la guerre comme un intérêt national, pour dire c'est l'ensemble, ça concerne l'ensemble. Mais toujours un écran de fumée, quoi. En partie, mais c'est-à-dire que moi je pense que les discours politiques, c'est-à-dire que ça soit le discours nationaliste, ne sont jamais existants en dehors de rapports sociaux. Et donc ces rapports sociaux, ces rapports où on a une société qui est basée sur une oligarchie qui vole et qui exploite vraiment la majorité du peuple russe pour sa propre fortune, elle a besoin aussi de propositions politiques qui puissent réussir à avoir des unités. Sinon, le gouvernement ne tiendrait pas. Sinon, il tient par la répression, il faut aussi l'ajouter. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, la production des discours n'est jamais déconnectée de rapports d'organisation, de la façon dont est organisée la société. Et le nationalisme, c'est un outil utile, et je pense que c'est aussi un outil qui existe, qui prend part à la société. En Russie, et puis il prend aussi, il existe ailleurs. Moi, ce que j'ai essayé de montrer dans l'article, parce que là où je me sens plus légitime de discuter, c'était la situation française. Ce que je fais à la fin de l'article, c'est de montrer que dans la situation, la façon dont on a parlé des réfugiés, on a eu d'un côté les bons réfugiés ukrainiens et ensuite les migrants, vous savez, les Syriens, les Afghans, tous ces peuples que certains ont qualifiés de façon extrêmement raciste de peuples non civilisés ou de gens qui conduisent pas les mêmes voitures. Je ne sais quelle absurdité, mais en fait, propos abject et raciste. Et on voit bien que tout d'un coup, à l'intérieur de la façon dont a été fracturé le champ, on a une sorte de chauvinisme européen où l'Ukraine fait partie de l'Europe parce qu'en fait ils sont blancs et qu'on a l'impression que... de transposition européenne du chauvinisme, c'est-à-dire le chauvinisme n'est plus national mais il est européen. C'est-à-dire qu'en fait il y a un chauvinisme national et là il faut le projeter et on est au lieu de dire il y a nous les bons Français face aux mauvais migrants qui envahissent, ou vous savez, tous les termes qu'ils utilisaient, là on est face à une situation où les populations spontanément soutiennent les Ukrainiens et elles ont raison de le faire. Elles ont raison de le faire et le font pour, à mon avis, des raisons objectives et normales, à savoir il y a un peuple en guerre qui est dans une difficulté, il faut l'aider. Surtout en France où on a connu l'occupation. Et du coup, il faut l'aider et les gouvernements, ils ont mené des politiques qui ont visé à systématiquement, de façon très inhumaine, virer ou expulser les populations migrantes d'autres pays dont on était beaucoup plus responsables. C'est-à-dire des pays qu'on a envahis, des pays qu'on a mis en guerre ou des pays qu'on a déstabilisés d'une manière ou d'une autre à cause de l'impact, par exemple, aussi de nos intérêts économiques sur ces pays. Bon, et donc du coup, face à cette contradiction, il fallait trouver un discours et il fallait aussi justifier la surenchère guerrière face à la Russie. Et donc, du coup, le chauvinisme européen, ce que j'ai dit, c'était on intègre l'Ukraine à l'intérieur de l'Europe blanche, chrétienne, l'Europe forteresse, qui est l'Europe que défend l'extrême droite. Et comme ça, on peut jouer un deux poids, deux mesures entre deux populations qui sont dans des situations. Et d'ailleurs, on l'a vu, le gouvernement ukrainien aussi a dans les premiers jours, bloqué la sortie de ses frontières des ressortissants africains qui existent et qui vivaient en Ukraine. Donc il faut faire attention. En fait, ce que je dis, c'est juste, c'est
pas le centre du débat, c'est de dire attention, dans la défense des intérêts du peuple ukrainien, qui est une priorité aujourd'hui, c'est-à-dire une solidarité effective, il faut faire en sorte de tenir des positions qui ne font pas le tri des peuples, qui ne font pas le tri des populations et qui expriment une solidarité concrète avec l'ensemble des gens. Et qu'il ne faut pas s'enfermer dans un discours qui est en fait une transposition chauvine du discours aujourd'hui qui ne veut pas remettre en question la responsabilité de notre camp dans des politiques. D'autant plus que finalement, si c'est une guerre de l'Occident contre la Russie, ça signifie que la majeure partie de l'humanité ne se reconnaîtra pas dans le camp de l'Occident, et ce qui ne pourra que renforcer le camp adverse, parce que nous sommes dans un monde mondialisé. Les pays émergents et les pays du tiers-monde sont de plus en plus forts économiquement et en termes démographiques. Merci beaucoup, Paul, d'avoir été avec nous